rencontre Gosselin-Dumont. C'est une énigme à l'échelle planétaire. Francis, est-ce qu'il existe vraiment ce péage au détroit d'Ormuz, qui serait en train d'être rouvert, mais rouvert avec l'Iran qui se garde un péage? C'est difficile à savoir définitivement, mais on peut s'imaginer, Mario, qu'il y a des pays un peu désespérés qui vont accepter de payer quelle que soit la somme. On parle de 2 millions pour faire passer un bateau. Ouais, j'ai entendu d'autres chiffres, mais des centaines de milliers de dollars ou 2 millions, là, qui est le chiffre qui a beaucoup circulé. Mais ce que je voulais, sur quoi je voulais attirer votre attention, Mario, c'est que notamment ce péage-là, ce paiement-là ne se fait pas nécessairement en dollars US. Et ça peut sembler une technicalité. Comme devise, tu veux dire? Comme devise. Et ça peut sembler une technicalité, mais depuis les années 70, depuis 74, là, où il y a eu une entente entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui était à l'époque et toujours aujourd'hui un des plus grands producteurs de pétrole au monde, que tout le pétrole, ou presque, qui venait du Golfe et finalement d'un peu partout, allait être dénominé en dollars US. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu sois la Corée ou le Canada ou la France ou n'importe qui, tu devais avoir des réserves de dollars US pour payer ton gaz, pour payer ton pétrole, parce que ultimement, c'est un intrant hyper important. Puis dans les faits, tant qu'à avoir des réserves puis tant qu'à acheter le pétrole, on va aussi acheter un paquet d'autres affaires dénominées en dollars US. L'avantage, c'est que si tout le monde utilise la même monnaie, coudonc, elle fluctue par rapport à ta monnaie, mais le prix de ça qui est écrit dans le contrat, ça change pas. T'sais. Si tu le dis en dollars canadiens puis que le dollar canadien tombe de 10%, l'autre partie va dire là, tu me dois 10% de plus. Bref, c'était le dollar US. Et là, donc, ce qui se passe, Mario, c'est que dans les faits, ce qu'on comprend, puis c'est pas, je lis plein d'affaires là-dessus, c'est que les Iraniens réclameraient le paiement soit en yuan, donc la monnaie chinoise, soit en bitcoin, donc qui est comme en crypto-monnaie, mais pas en dollars US, et que de plus en plus, les Iraniens insisteraient pour que leur pétrole, donc pas juste le tarif là, de passage, mais le pétrole soit lui aussi vendu en yuan ou en bitcoin, et donc dédollariser ultimement les transactions. Et donc là, la question, Mario, c'est que là, il y a un système depuis 1974 qu'on appelle le système de pétrodollar, où tout le monde veut des dollars US pour acheter un paquet de biens, dont le pétrole et le gaz. Et si on commence à accepter d'autres monnaies, comme ça semble être en voie de se dessiner, il va y avoir moins de demandes pour des dollars US. Et le fait que tous ces pays-là avaient des dollars US, Mario, ça faisait que là, tu es assis sur des dollars US, tu fais quoi? Tu achètes des bons du Trésor américain, tu investis dans le marché américain parce que tu as des dollars US. Tu vas pas y mettre en dessous d'un matelas, là, t'es Emmanuel Macron. Là. Et donc, ça crée une demande pour le marché financier américain. Donc, si on devait dédollariser éventuellement à travers... Une partie du marché du pétrole. Puis la Chine, on s'entend, est très intéressée là, à ce que ça arrive. Ça ferait en sorte notamment de faire augmenter l'exigence de rendement sur les bons du Trésor américain. Donc, ça ferait augmenter le coût de la dette américaine. Ça créerait évidemment des perturbations très importantes. Mais l'autre élément, puis je voulais finir là-dessus, Mario, c'est que depuis des années, depuis l'instauration de ce système-là, les Américains contrôlent aussi beaucoup ce qu'on appelle les sanctions contre la Russie, contre l'Iran, contre parfois la Chine, on and off. Et ils utilisent le dollar pour appliquer ces sanctions-là. Si les Américains disent « tu ne transiges plus avec les Russes », le levier qu'ils ont, c'est que si tu le fais malgré tout, on va saisir tes dollars, on va saisir tes comptes de banque, on va t'empêcher de joindre le système bancaire dénominé en dollars US. S'il devait y avoir une alternative, Mario, puis que les Américains disent « tu ne transiges plus avec l'Iran », moi je m'en fous, je fais ça en yuan. Tu comprends? Donc, ça va faire en sorte que des pays n'auront plus nécessairement à suivre les États-Unis dans leur logique. Et on le voit actuellement là, avec la Corée du Sud, Mario, qui est tellement désespérée d'avoir du gaz et du pétrole parce que 92% de leur énergie vient des pays du Golfe. Eh bien, ils sont prêts carrément à défier les États-Unis en disant « c'est la survie de notre pays ou suivre la règle imposée par les Américains. On va choisir de survivre. » Donc, la famine énergétique est en train de produire toutes sortes d'effets monétaires vraiment intéressants. Je sais que c'est un peu technique, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens actuellement. Ça soulève toutes les questions. Ça explique plein de choses sur ce qui est en train de se passer à l'échelle sur mondiale. Les conséquences. Toujours la même question. Est-ce que Trump a mesuré toutes les conséquences avant de se lancer dans cette guerre? Je pense pas qu'il en soit capable, hélas. C'est une grosse annonce qu'a fait hier M. Carney au port de Montréal. Avant
de se rendre à son congrès. Ben, la Banque de l'infrastructure du Canada qui annonce le déploiement de 1,16 milliard de dollars, là, donc un peu plus d'1 milliard de dollars pour le financement du port de Contrecœur qu'on va installer sur la rive sud là, du fleuve près de Montréal. Le chantier est déjà en cours, là, donc c'était comme un peu drôle. On a comme commencé ça sans avoir pleinement attaché le financement. Avec plus de PDG au port. Hein? Avec plus de PDG depuis vendredi dernier. Un mystère qui tourne autour de ça. Que s'est-il passé? Je m'avancerai pas dans l'hypothèse. J'ai accès à... J'ai appelé du monde, j'ai essayé de comprendre. Tu sais, elle-même, bon, elle était pas très flamboyante, là, Mme Gascon, mais inversement... Le syndicat parlant bien d'elle, oui, elle s'occupait bien de ses je affaires. sais pas qu'elle a commis une faute particulière. Il n'y a pas eu une crise à la Michael Rousseau. Là, elle est juste soudainement un vendredi de Pâques. Il faut dire comme stratégiquement, c'était un peu comme se débarrasser de mauvaises nouvelles juste avant que tout le monde parte en vacances. Elle est congédiée. Parce que là, hier, le premier ministre va faire une annonce sur place. Il n'y a même pas de PDG. Ben non, mais il y a une équipe, écoute, puis la vie continue. Bref, 1,16 milliard sur un projet de 2,3 milliards. Puis je voulais juste un peu rectifier des faits parce qu'il y a des gens qui disent, bon, le port actuellement, il n'est pas à pleine capacité. Puis c'est vrai. Mais dans les faits, Mario, la capacité du port de Montréal, comme n'importe quel port dans le monde, elle est un peu théorique. À 100% d'occupation, chaque conteneur qui rentre, c'est un conteneur qui sort. Puis j'ai des gens qui m'ont dit qu'il y a quelques années, on est arrivé à 85%. Puis ça avait occasionné carrément une baisse de productivité juste parce qu'il fallait comme tout le temps se réaménager, encombré. Et donc, ultimement, le port de Contrecœur va permettre d'opérer comme un peu à pleine capacité de manière très productive. Puis ce qui est intéressant, Mario, c'est qu'ultimement, les revenus provenant des porte-conteneurs, plus il va y avoir de l'investissement privé là aussi qui va être annoncé, ça va faire en sorte que le financement total va être à 85% là, au cours des prochaines décennies privé, mais l'infrastructure, elle va rester publique. Donc, ultimement, on est quand même assez gagnant. Et surtout, actuellement, il y a une grande quantité, à peu près 800 000 conteneurs, si j'ai bien compris, qui sont destinés au Canada. Là. C'est des biens qu'on va consommer, mais faute de place, puis faute de régularité, ça transite par les États-Unis, port de Philadelphie, port de New York. Et donc, ultimement, ça nous rend un peu vulnérables à plein d'affaires. On pourra les rapatrier chez nous. Et ça va générer des dollars chez nous. Donc, il y a un petit côté nationaliste dans tout ça. Et finalement, M. Carney, mais plusieurs autres disent qu'il faut diversifier nos pistes de sortie pour nos biens canadiens, québécois. C'est sûr que d'avoir une grosse infrastructure portuaire à proximité des centres de production, ça va nous permettre de dealer directement avec l'Europe, avec l'Inde, avec tous ces pays avec qui on a fait des ententes récemment. Donc, ultimement, il y a aussi une question d'autonomie et d'indépendance là, pour le Québec et le Canada d'avoir cette infrastructure-là. C'est des bonnes nouvelles. J'ai juste une chose qui m'attriste. Oui. C'est que si on rapatrie au port de Montréal tout ce qui passe par les ports de Baltimore, Philadelphie, New York et autres, mais la prochaine grève des débardeurs, ils vont nous tenir encore plus serrés par les coups. Penses-tu que ça va... C'est un mot qui revient... Je t'écoutais ce matin avec Georges, je t'écoutais souvent avec Benoît. C'est un mot qui revient souvent dans le jargon dumontien, les couilles. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est quand même ça, le dernier grève des débardeurs. Est-ce que ça va être le même syndicat, tu penses? Je sais pas clair pour moi. Peut-être que ce sera deux syndicats. Grève d'un bar, ça nous donnera une alternative d'aller de l'autre. J'ai plein d'idées, Mario.